Alors, comme invité du jour, nous avons Madame Aïssatou Faure Ganlo. Bonjour Madame, Bonjour, vous allez bien? ça va et vous? Dieu merci, ça va. Oui. Alors, cette rubrique, le grand entretien, nous allons la partager en trois parties phares. Oui. Donc, nous avons la partie principale, c'est-à-dire votre parcours professionnel et tout. Ensuite, nous avons le confessionnal, les questions un peu plus propres à vous. Et Oui. en dernier lieu, nous avons la phase finale. D'accord. On peut commencer donc. Oui. Madame Aïssatou Faure Ganlo est une juriste et écrivaine guinéenne. Elle travaille au tribunal de première instance de Conakry et occupe également le poste de secrétaire générale de l'Association des femmes juristes de Guinée. En tant qu'auteure, elle a publié le roman Les Coris de grand-mère en 2004 aux éditions L'Harmattan. Cet ouvrage explore les défis des mariages interethniques et les droits des femmes dans une Guinée en transition démocratique. Ce roman met en scène Fatime, une jeune femme peule et salif et un étudiant d'une autre ethnie, dont l'amour se heurte aux traditions et aux tensions communautaires. L'histoire se déroule en 92, pendant les premières élections municipales libres en Guinée, offrant une réflexion sur les défis sociaux et politiques de cette période. C'est bien vous? Oui, c'est effectivement moi. Oui. Bonjour. Oui. Je vous remercie pour D'accord. m'avoir invité Mm. dans votre studio D'accord. et je vous félicite aussi pour ce que vous faites en général pour toutes les femmes Mm. et surtout pour les femmes qui sont dans l'écriture. Ouais. Et je veux dire, vous avez dit tout à l'heure que je suis au tribunal de première instance de Conakry, Oui. mais ça c'était au moment où j'écrivais le livre. Ouais. Depuis 1992, Mm. mon parcours a évolué. Mm. Donc j'étais, après le tribunal de première instance, je suis allée à la cour d'appel D'accord. en tant que conseillère, Mm. ensuite présidente de chambre. Et par la suite, j'ai atterri à la Cour suprême. Ouais. Et entre-temps, j'ai été directrice nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales du ministère de la Justice Oui. et directeur national de l'accès au droit à la justice. Mhm. Donc à la cour suprême, Oui. en 2022, Oui. j'ai fait droit à ma retraite. Donc D'accord. aujourd'hui, je suis magistrat Mm. à la À retraite. la retraite. Super. Oui. Vous avez un joli parcours. Merci. C'est ça. Donc, on va aller avec les premières questions. Oui. Sur votre parcours professionnel, qu'est-ce qui Oui. vous a motivé à devenir magistrate? Bon, je dois dire que depuis que j'étais à l'école primaire à l'Abbé, D'accord. et notre résidence se trouvait dans le quartier administratif. Mhm. Et c'est dans ce quartier Mm. qu'était logé le tribunal de première instance de l'Abbé. D'accord. Donc en allant à l'école, au retour, on profitait pour venir suivre les audiences. Ah, ok. Donc je me suis habituée là, à la cour, au tribunal. Et entre-temps, mon père aussi était le chef du quartier, du comité école de l'Abbé. Mhm. À l'époque, avec l'organisation judiciaire, Oui. le PRR jouait un grand rôle. Mm. Donc toutes les conciliations se faisaient au niveau du quartier. Mhm. Donc quand mon père recevait les gens qui étaient en conflit, Mm. le plus souvent, au moment où j'étais au collège, Mm. je l'assistais comme interprète, des petits trucs comme ça. Mhm. Donc je me suis un peu attachée Mm. au truc. Mais c'est par hasard que je suis venue à la magistrature. D'accord. Parce que quand il fallait choisir, j'ai choisi la médecine. Ah, J'ai rempli les fiches pour la médecine. d'accord. Parce que j'avais une admiration aussi pour les médecins. D'accord. Mais à la sortie du sparring des étudiants, Mhm. je me suis retrouvée en magistrature. Et j'ai aimé. Ça a été mon parcours de D'accord. 45 ans Mhm. avant d'aller à la retraite. Super. Ouais. On peut alors dire que c'était votre rêve d'enfant, bien sûr qu'après, vous ne l'avez pas choisi Oui, réellement, mais oui, c'est Dieu qui vous a ramené encore
C'est Dieu Dans qui ça, m'a ramené là-bas. c'est Parce ça. que vous savez, au village, Mhm. les gens avaient une mauvaise interprétation du métier du D'accord. juge. Mhm. Ils ont l'impression que quand vous y allez, c'est pour faire du mal, Oui. pour ne pas dire le bon droit. Mhm. C'était la mentalité au niveau des coutumiers. Oui, c'est ça. Mais quand je suis venue, Mhm. j'ai commencé à étudier le droit. Mhm. J'ai vu que c'est là où tout se passe. Mhm. Le pouvoir, l'administration, Oui. toute la gestion d'un État, Mhm. c'est à partir du droit. C'est ça. Donc, j'ai pris au sérieux Mhm. et je suis allée jusqu'à la maîtrise, parce qu'à l'époque, c'était la maîtrise, Mhm. au niveau de l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser. Mhm. Et après, j'ai fait des petites formations à l'étranger. Super. Oui. Ça, c'est bien. Donc, quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés en tant que magistrate en Guinée? Bon, j'ai rencontré beaucoup de choses. D'abord parce que j'ai été juge d'instruction, Oui. après présidente de chambre, Mhm. après conseiller à la Cour suprême. Donc j'ai vu des gens en difficulté. J'ai vu des gens à un moment qui ont besoin d'être assistés, qui ne peuvent pas se défendre seuls. Oui. Mais puisqu'à l'époque, l'aide judiciaire n'existait pas chez nous, Mhm. donc c'est des trucs qui m'ont marqué. Parce que normalement, quand vous venez Mhm. devant une barre pour vous défendre, vous avez besoin d'être assisté par un avocat. C'est ça. Mais puisque la profession libérale demande Mhm. des Mhm. frais, Mhm. le plus souvent, les gens venaient en première instance Mhm. se défendre eux-mêmes. Donc, c'est des trucs un peu qui m'ont marqué. Et j'ai vu aussi des, des femmes, surtout en difficulté, Mhm. qui ne savaient même pas exprimer leurs besoins devant Ouais. le juge. Par exemple, quand elles viennent, s'il y a un divorce, Mhm. elles veulent Divorcer, mettre fin avoir. au lien Oui. conjugal, Mhm. elles disent seulement je demande ma tête, sans autre précision. Elles estiment que c'est au juge Mhm. maintenant d'évaluer tous les préjudices pour elles, alors que ce n'est pas comme ça. Non. Quand vous venez devant un juge, c'est vous qui faites les demandes. Mhm. Le juge, lui, il apprécie. Mhm. Donc, c'est à partir de toutes ces difficultés que les femmes avaient devant nous, magistrats, Mhm. surtout nous, les femmes juges, qu'on avait décidé de former l'Association des femmes juristes de Guinée. Oui. Donc, ça nous permettait de vulgariser Mhm. le droit familial, Mhm. d'abord tout le droit. Ça nous permettait de les assister en conseil. D'accord. Parce que j'allais y arriver tout à l'heure, Oui, voir toutes ces femmes-là incapables de se défendre. oui, Je me dis, est-ce qu'il y a par ailleurs un accompagnement qu'elles bénéficient ou il y a de ces personnes strictement pour leur dire, franchement, quand je viens pour défendre ton droit, c'est ce oui, que tu dois faire, c'est ce que oui, tu dois faire. oui, Ouais. oui. Est-ce que vous avez mis tout un arsenal en place pour les aider? Bon, on n'avait pas tous les moyens. Ouais, D'accord. on avait fait beaucoup de séminaires. Oui. On avait fait des dépliants Mm. sur les droits de la femme, des petits dépliants Mm. sur le divorce, Oui. l'autorité parentale, les fiançailles, les mariages Mm. et les régimes matrimoniaux. D'accord. Donc, on allait dans les communes Mm. vulgariser ce droit. On traduisait ça en langue nationale. Et ça avait beaucoup Mhm. aidé les gens Super. à l'époque. Alors, des questions sur votre livre Oui, littéraire, hein, oui. Les coris de grammaire. C'est quoi les coris de grammaire? Bon, les chorés de grammaire, c'est Oui. d'abord le titre du roman. Mm. Vous savez, j'ai écrit ce roman à un moment où j'avais perdu mon mari. Ah, désolée. Voilà, Mhm. donc j'étais là avec mes 3 enfants Mhm. qui étaient tout petits. Donc, un jour, il y a l'Association des écrivains de Guinée Oui. qui a lancé un concours, Mhm. comme ce qui est fait cette année. Oui. Donc, ils ont dit que le premier prix, le gagnant du prix avait droit à un voyage Mhm. aux États-Unis. D'accord. Donc, j'ai dit à mes enfants, c'est une occasion pour maman
de visiter les États-Unis sans frais. J'ai dit, bon, je vais écrire un roman. Si j'ai le premier prix, vous allez rester seul à la maison et moi, j'irai aux États-Unis. Oui. Oui. Donc, j'ai commencé à écrire. Mais quand je le faisais, il n'y avait pas de... Je n'avais pas le titre. Hein. Le titre est venu après. Bien après. C'est bien après qu'il y a eu le titre. Mais au départ, par rapport à mon expérience professionnelle, je voulais... Parce que quand vous êtes magistrat, vous n'avez pas le droit à la parole en tout lieu. D'abord, vous ne faites pas de politique. Vous n'êtes affilié à rien. Vous observez. Donc, quand j'ai commencé à écrire le livre, j'étais habitée par tous ces défis. Donc, le livre, quand vous le voyez, il y a d'abord la politique, on parle de démocratie, on parle de coutume, on parle des droits de la femme. Donc, comme quand j'étais jeune aussi, je lisais beaucoup. Surtout, j'aimais beaucoup les harlequins. Je lisais beaucoup. Donc, j'ai pensé que je vais faire un livre qui résume un peu tout ceci. Donc, j'ai vu que les meilleurs écrits sont d'abord basés sur les sentiments. C'est ça. Donc, j'ai dit, il faut parmi les personnages, il faut créer l'amour entre deux jeunes gens avec tout ce qu'il y a de difficultés autour. C'est comme ça qu'il y a eu Salif et Fatim. Maintenant, au fur et à mesure de l'écrit, donc dans la création du suspense, l'expression Kori de grammaire est apparue dans une phrase de Salif, quand il va dire quelque part que c'est sa grand-mère qui lui avait prédit qu'il allait rencontrer une jeune fille au bord de l'eau. Ah, ok. Voilà, maintenant, avec l'expression, j'ai trouvé que c'était vraiment captivant, mystique. Donc maintenant, tout le roman a tourné autour de cette déclaration de Salif. Oui, les prédilections de sa grand-mère à partir des cours. Moi et tous nos téléspectateurs, on veut savoir réellement pourquoi le choix tombé sur Fatim et Salif. Est-ce que c'est tiré des faits réels? Comment vous avez eu l'inspiration? Bon, vous savez que quand vous écrivez, c'est toujours autour de vous. C'est la vie. C'est ça. En communauté. C'est ce qui se passe dans la société. Donc, l'écrivain, il s'immisce un peu dans la vie de tout le monde. Donc, en le faisant, je connaissais déjà un peu les difficultés avant qu'il y avait dans les mariages intercommunautaires. D'abord, même si les jeunes gens sont d'accord avec eux, mais les coutumes sont tellement différentes que ça pose d'énormes problèmes. Et il y avait le fait aussi que dans nos mariages, il y a tellement de dépenses, de trucs qui font que le plus souvent, ça décourage les jeunes à vouloir se marier très tôt. Donc, le livre contient toutes ces critiques sur les mariages pompeux, sur ce qu'il y a dans les difficultés quand les parents ne sont pas de la même ethnie. Donc, surtout que ça réagit des fois encore à l'époque, il y avait... C'était au moment de la création des partis politiques. Donc, au moment où chacun pensait à sa communauté, à son ethnie. Donc, c'est pour ça que vous verrez que quelque part dans le livre, Salif va gifler même sa sœur parce qu'ils n'étaient pas du même... Ils ne partageaient pas les mêmes convictions politiques. Je vois. Et ce problème, il persiste toujours dans notre société, bien que ça a un peu atténué par ce métissage-là, vraiment. Mais il y a ces jeunes, actuellement, au jour d'aujourd'hui, qui ont des difficultés à prendre des épouses ou des époux, d'autres d'autres ethnies. Ça persiste toujours. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là?
Non, vous savez, ça, c'est un peu... En Guinée, on a un peu dépassé ce stade-là. Quand vous faites attention, le brassage est tel que personne ne peut dire que moi, je suis typiquement Peul. Vous allez prendre quelqu'un, vous allez trouver à la fin, au départ, que sa grand-mère ou son arrière-grand-mère est Peul. Alors que lui, son père est de la forêt, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que dans l'ouvrage, quelque part, quand les gens vont commencer à faire des histoires à partir des campagnes communales, les groupes vont se retrouver et quelque part, ce sont les parents de Salif et de Fatim qui vont se retrouver dans un coin, ils vont se dire, mais c'est nous-mêmes, que ce soit du côté de Fatim ou que ce soit du côté de Salif, mais c'est nous, c'est notre famille. Parce qu'avec le mariage, nous constituons une seule famille et même chose. C'est pour ça qu'on dit que la Guinée est une famille. Contrairement à beaucoup d'autres pays en Afrique, le brassage chez nous, il est effectif. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on voit. En tout cas, ça commence à s'atténuer, mais après, il y a aussi des idées un peu archaïques qui circulent encore toujours. Et on souhaite vraiment que ça cesse. Et quand ça cesse, on suppose réellement qu'il y aura la paix. Parce que quand tu penses que ta grand-mère est Peul, ton papa est Soussou, ton arrière-grand-mère est Malinké, quand tu as des difficultés ou des mésententes avec une personne, tu te dis, bon, c'est mon frère, je le laisse. Donc, ça va stimuler ici la paix et puis une source d'apaisance, quoi. Oui, c'est une source d'apaisance si les gens arrivent à comprendre que quand vous faites la politique ou quand vous choisissez un homme politique, c'est son programme que vous défendez, justement. C'est pas son nom, c'est pas son identité, c'est qu'est-ce qu'il va faire pour vous. Par exemple, vous êtes journaliste. Vous allez dire, je suis journaliste. Qu'est-ce que ce monsieur a dans son programme pour aider les gens de la communication à émerger, à bien faire leur travail dans l'indépendance et tout. Donc, l'enseignant doit penser la même chose. La femme, même l'intellectuelle ou la ménagère, elle va se demander, mais quelle est la politique familiale que le monsieur là va mettre en place quand il va accéder au pouvoir. Mais si vous choisissez quelqu'un parce qu'il est peu le sous-sous ou parce qu'il est beau, il va venir, il ne va rien faire pour vous. Non. Alors qu'en fait, la politique, quand il y a l'alternance et tout, c'est fait pour que les lois avancent. Parce que si vous venez, vous faites telle loi, vous faites tel programme, celui qui viendra après, il va vouloir améliorer ce que vous faites pour qu'on vous apprécie. C'est ça. Justement, on va continuer. Comment vous pensez que la littérature, parce qu'on parle de femmes, on parle des 112 heures du livre, on va y arriver tout à l'heure. Comment vous pensez que la littérature peut être un élément de contribution à la sensibilisation sur les droits des femmes et des enfants? Oui, l'écriture, c'est le meilleur élément pour contribuer à l'émancipation de la femme. D'abord, ça permet de véhiculer toutes les idées. Je vais vous dire une chose. Hier, quand je suis venue au chapiteau, j'ai rencontré des jeunes dames, des étudiantes qui faisaient la promotion de la communication de l'école de Kipé. D'accord. Après notre entretien, je me suis présentée, je dis, tiens, je suis écrivain aussi. Je suis l'auteur des courriers de grand-mère. Donc, il y a une d'elles qui s'est levée, elle m'a fait la bise. Elle dit, merci madame pour vos conseils dans votre livre. Donc, c'est pour vous dire, quand vous écrivez, vous touchez tout le monde. C'est ça. Et ça reste. Moi, je ne peux pas venir vous parler en aparté, venir parler à Y en aparté. Non. Mais le livre, il va toucher des milliers de personnes. Il va sensibiliser. C'est ça le rôle de l'art. Oui, c'est ça.
Et dans l'émancipation de la femme, ça donne des conseils. Je suppose que c'est vrai que j'ai pas lu le roman, Oui. mais je suppose que dedans, il y a des conseils pour les femmes, pour les enfants, comment se tenir en société, comment être en lien et tout. Bon, Mm. si vous avez lu le livre, Oui. vous aurez vu que le principal combat Mhm, de Fatim mhm, avec Salif, mhm, c'était pour qu'il signe mm, un contrat de mariage mhm, pour déterminer, et, lors de leur union, mhm. quel sera le régime matrimonial auquel ils allaient être soumis. Est-ce qu'ils vont être sous le régime de la communauté des biens? Donc tout ce qu'ils vont avoir ensemble Mhm. leur appartient. Donc cela suppose que s'il y a divorce, ils vont partager ce qu'ils ont Oui, eu ceux qu'ils ont eu, en oui. deux. Chacun va avec sa part. Mhm, S'il y a un décès, mhm, le conjoint survivant mhm, va d'abord procéder à la liquidation de mhm, la communauté. mhm, Donc elle reçoit sa part mhm, avant maintenant que la seconde partie mhm. tombe dans la succession. Ouais. Parce que pourquoi elle fait ce combat dans ce livre? Mhm. C'est parce que dans notre communauté, les gens ne connaissaient pas cette histoire de régime matrimonial. C'est ça. Quand les gens se marient, ils viennent, ils signent, ils font la fête, ils chantent, ils dansent. Mhm, Mais qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce qui peut régir leurs liens mhm, au-delà de tout, que s'il mhm, s'agisse des biens, mhm. de tout le reste? Ah, Donc d'accord. elle va se battre Mhm, pour que, avant que Salif mhm. ne se présente en famille, Ouais. qu'il accepte le fait qu'ils vont aller devant un notaire, Mhm, choisir comment juridiquement, en plus de leur amour, mhm. ils vont vivre pour gérer ensemble leurs biens et tout le reste. C'est ça. Donc, on va poursuivre. Donc, est-ce que vous avez d'autres projets littéraires, d'écriture? Parce que depuis, ça date quand même, hein, la sortie de ce livre. Oui. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Bon, c'est que quand j'ai écrit ce livre, Mhm. tout le monde a pensé que les gens ont dit que c'est pas fini, que ça ne peut pas s'arrêter là. Ah, vous avez laissé les gens sur la fin. Voilà, c'est que vous ne D'accord. l'avez pas lu. Mhm, Donc, je suis en train d'écrire mhm, les courriers de grand-mère mhm. 20 ans après. Ah, c'est magnifique ça. Oui, 20 ans après, c'est parce que 2004, Voilà, 2024, nous, 21, oui, 20 ans, 21 ans après, voilà, c'est ça. oui. Ah, c'est super, j'ai hâte de lire. Je vais attendre que l'autre partie sorte pour ne pas que moi, si je reste sur ma Non, faim. non, je pense Ah, qu'il faut le lire parce que tous ceux qui l'ont lu, oui. que ce soit les hommes Mhm, ou les femmes mhm, ou les parents, oui, ils ont gardé un effet positif de ce qu'il est écrit dans ça pour la famille. d'accord. Et les hommes politiques aussi, ils Mhm, trouvent mhm, leur compte. ouais, super. Donc, je vais le lire de ce pas. Ça va Voilà, beaucoup m'aider. voilà. Maintenant, sur vos engagements sociaux, hein, vous êtes active dans l'association Femmes Juristes, hein, à date. En Guinée, quels sont les combats prioritaires aujourd'hui? Est-ce que l'association, comment ça se passe avec l'association? Bon, Oui. l'association, ça se passe bien. Mhm, On fait ce qu'on peut mhm. avec les financements que nous obtenons. D'accord. Parce que pour faire n'importe quelle activité, il Mhm. faut louer une salle, il Oui, faut c'est se ça. déplacer. Donc, mais on a beaucoup fait. On a beaucoup fait pour les Qu'est-ce femmes. qui tourne autour de l'association? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme message? Qu'est-ce que vous voulez changer comme donne réellement? La raison d'être de l'association, c'est quoi? Bon, la raison d'être de l'association, Oui, d'abord, c'est de faire connaître le droit, d'accord. d'amener les femmes Mhm. à revendiquer leurs droits. Leurs droits, d'accord. Parce que pour les revendiquer, il faut les connaître, il faut les comprendre. Mhm. Parce que le plus souvent, les femmes restent dans le stoïcisme. Mhm. Donc, c'est d'abord à travers l'association des femmes juristes Mhm. qu'on a inscrit dans le code pénal Mhm. une sanction contre les violences faites aux femmes. Ah,
Parce que au niveau du code pénal, si un mari porte des voies de fait sur son épouse, si elle porte plainte, ça peut l'amener jusqu'en prison. Mais on a été encore très souple. On dit, bon, si elle vient et retire la plainte et que le monsieur arrive à faire des excuses, parce que ce que nous cherchons, c'est un équilibre entre les deux. Donc, le retrait de plainte aboutit à au retrait de l'action. Oui, c'est super. Mais ça a contribué à baisser les tensions au niveau des familles. Parce que je me rappelle, une fois, on a vu au niveau de la cour d'appel, une dame qui avait été battue par son mari, qui avait le bras cassé et tout. Mais quand elle est venue devant le juge, personne n'a voulu témoigner pour elle, pour dire que c'est son mari qui l'a frappée. Donc on dit qu'elle est tombée d'elle-même. Donc tout ça, ça nous a marqué. Donc quand il était question maintenant de réviser le code pénal, on a essayé d'introduire les pénalités pour les violences. Et à ce moment-là, cette femme, est-ce qu'elle s'était tuée aussi et c'était Non, elle avait osé, elle a porté plainte, elle est venue devant les juridictions. Mais vous savez, c'est votre parole contre l'autre. Le monsieur dit qu'il ne l'a jamais touchée, qu'elle a trébuché d'elle-même. Alors que elle avait été frappée devant tout le monde. Mais personne n'a voulu témoigner contre le mari. Peut-être parce qu'il avait aussi une influence sur ces gens-là qui les poussait réellement à ne pas dire la vérité. Non, beaucoup de personnes à l'époque pensaient que un mari pouvait exercer n'importe quelle violence sur son épouse. Donc, du point de vue de la coutume, les gens pensaient que c'était ça. Alors que ce sont des mauvaises coutumes. Si vous prenez le droit musulman protège à 100% la femme. Oui, c'est ça. Et quelle est votre vision pour une justice plus équitable et accessible aux femmes en Guinée? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que la justice, en tant que membre de l'association, la vision que vous vous êtes faite pour une justice équitable pour toutes les femmes, c'est quoi? Ces visions sont quoi? Bon, ça veut dire là, il faut la justice telle que nous avons le code aujourd'hui. Vous savez, la Guinée a ratifié toutes les conventions internationales sur les droits de l'homme. Donc, quand on dit convention internationale sur les droits de l'homme, c'est tout le monde. Donc, le problème des femmes, c'est qu'il faut les sensibiliser. Il faut les amener à faire prévaloir leurs droits. Il faut les sensibiliser à ce qu'elles s'impliquent en politique. Parce que si les femmes ne s'impliquent pas dans la politique, elles ne sont pas dans les sphères où on prend les décisions, il n'y aura personne pour défendre la femme. C'est ça. Donc, il faut absolument l'implication de la femme au niveau des politiques. Oui, parce que c'est la femme qui connaît son problème. C'est elle qui connaît son problème, c'est elle qui peut défendre son problème. C'est ça. Et si vous le voyez ici, au niveau, les femmes, elles accompagnent les hommes, elles chantent, elles dansent, elles font tout. Mais quand il s'agit maintenant de mettre en place les structures, elles sont toujours derrière, en retrait. Quand vous allez prendre 70 députés, on va dire 10 femmes. 10 femmes. Maintenant, si c'est un vote, qu'est-ce que les 10 femmes-là peuvent changer si c'est un vote? Bon. Rien. Oui, parce que 10 voix quand même, sur 60 par exemple, 60 hommes, 10 voix, ça, c'est vraiment écrasant. Donc, il faut qu'on s'implique, qu'on crée nos propres partis. On l'a vu ailleurs.
Il y a des femmes qui sont reines, il y a des femmes qui sont premiers ministres. Oui, présidente. Donc nous, oui, ici, toujours, c'est les affaires sociales. Maintenant, ça bouge un peu. Sinon, c'était les affaires sociales, ceci, cela. Maintenant, on voit beaucoup de ministres. Maintenant, ça commence à changer. Oui. Et elles Une sont fois, on a actives. eu une ministre des Finances. Oui. Maintenant, on a une ministre de l'Environnement. Oui. On en a, ça change un peu. Mais il faut que ça bouge plus. Super. Parlons des 112 heures du livre en tant qu'écrivaine. Comment vous avez trouvé cette édition, la 17e édition des 112 heures du livre? Bon, je crois qu'il faut toujours saluer la semaine du livre, d'abord au départ, et maintenant les 72 heures du livre. Moi-même, mon livre là a été édité à partir de la première semaine du livre en Guinée. Ok. Donc, c'est à cette occasion que j'avais remis mon manuscrit à M. Denis Pria, qui était à l'époque le directeur de la maison d'édition Harmattan. Oui. Donc, c'est à cette occasion que je l'ai connu. Et les semaines de livre et les 70 heures de livre, surtout pour ce qui concerne les Guinéens, ça a libéré les esprits. Ouais. Aujourd'hui, si hier on avait un écrivain ou deux, aujourd'hui la Guinée en compte je peux dire des centaines. Il y en a beaucoup. Donc il faut saluer cette initiative et féliciter aussi M. Sansi Kaba de l'Harmattan. Oui. Parce que vous savez, il y a l'Harmattan Paris, mais l'Harmattan Guinée est très dynamique. L'Harmattan Guinée a rendu même plus visible l'Harmattan Paris. Donc, il faut les remercier, les féliciter. Et au lieu de 72, moi, je préfère même qu'on dise la semaine. La semaine, oui. La semaine. Parce que ça permet à beaucoup de personnes de s'exprimer. Ça permet de faire une forte mobilisation. Voilà, une forte mobilisation. C'est ça. C'est important. C'est très important. Je les félicite encore. Et on voit les expositions par-ci, on voit des dédicaces par-là, on voit les rapprochements, ce lien avec les écrivaines. Et quels sont aujourd'hui vos liens avec certaines écrivaines? Bon, au départ, celle qui m'a beaucoup inspirée aussi, c'était Madame Zainab Koumandjou. D'accord. Avec ses poèmes, avec ses contes et légendes. Donc, elle a inspiré beaucoup d'autres personnes. Donc, en 72, quand le livre apparaissait en 2004, on n'était pas assez nombreuses, les femmes écrivaient. Oui. Il y avait elle-même Koumandjou, il y avait Feu Hilal, et il y avait Anne, et moi-même, et je crois il y avait une dame un peu de la Yougoslavie ou quoi, on n'était pas nombreuses. Mais avec la publicité qui a été faite autour de nous, et surtout avec nos écrits, les gens ont compris que l'écriture, en fait, c'est autour de toi et tu ne vas pas inventer ailleurs. C'est ça. C'est ta société, ce que tu veux que tu sois, ou que ta société soit ou que le monde devienne. C'est ce que tu écris. Quand tu prends ton bic, tu es le président du monde, c'est toi qui gères. Donc, à partir de là, beaucoup ont écrit. Et aujourd'hui, vraiment, moi personnellement, je pense qu'en Afrique, les Guinéens, nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. C'est vrai, c'est très vrai. Oui, c'est ça. Alors, nous avons donc fini la première phase de ce grand entretien qui est votre parcours et tout. Qu'est-ce que vous avez à rajouter? Bon, c'est d'encourager les jeunes, hommes et femmes, à écrire. Je dis, c'est l'écriture qui gère le monde. C'est ça. Si vous prenez les chrétiens, la Bible, c'est un livre. Oui, c'est un livre, bien sûr. C'est ce livre qui gère les chrétiens. Quand vous prenez les musulmans, c'est le Coran. C'est un livre. Et quand vous prenez tous les programmes des hommes politiques, ils n'inventent rien. C'est à partir de ce que les écrivains ont écrit qu'ils façonnent leur programme. Qu'ils s'inspirent, exactement. Qu'ils s'inspirent.
Donc, si les jeunes veulent changer, ils veulent s'inscrire dans la dynamique de pouvoir, en tout cas, apporter quelque chose pour leur pays, on doit s'adonner à l'écriture. Et dans tous les genres, que ce soit les romans, que ce soit l'économie. Quand le Lénine écrivait, il n'était pas président, il n'avait même pas de parti. Mais après, nous qui avons vécu les partis uniques, les régimes socialistes et tout ce que vous savez, c'est à partir de leurs livres. Donc, la Guinée, par exemple, on a tout chez nous. On a une terre très riche, on a un peuple intelligent. Donc, il suffit de penser comment nous allons faire pour que notre pays soit bien dans tous les domaines. Et ça, c'est à partir de l'écrit. Vous n'êtes pas ministre. Vous pouvez vous asseoir, vous faire un bon programme pour les femmes. Vous écrivez, vous vulgarisez. Demain, quelqu'un viendra mettre ça en œuvre. Donc, j'invite tous les jeunes, en tout cas, à penser, à écrire quelque chose. Ceux qui ne sont pas prêts à écrire, à lire ce qui est écrit. Qu'ils lisent, ça va ouvrir les esprits. Voilà. C'est ça, nous avons donc fini la première partie de ce grand entretien qui était le parcours de l'invité. Tout à l'heure, cap sur la deuxième partie qui est le confessionnal après le générique. Nous sommes donc dans la deuxième manche de cette rubrique. Nous avons toujours notre invité sur le plateau, Madame Aïssatou Faure-Ganlo. Nous allons faire la deuxième partie, le confessionnal, des questions un peu plus propres à vous. C'est qui Madame Aïssatou Faure-Ganlo derrière la caméra, derrière sa capuche de femme écrivaine, de femme magistrate? Oui. Qui est-elle? Derrière tout ça, c'est la mère de famille. J'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et je vais vous dire, quand j'écrivais ce livre, chacun d'eux a dit qu'il veut être dedans. Donc, Fatim, c'est ma fille aînée. Fatoumata, j'ai pris Fatim. Quelque part là-bas, vous verrez Awa. Quelque part là-bas, vous verrez Ibrahim. Donc, j'écrivais, on lisait, on riait. Ensemble. Donc, la femme d'abord, c'est la mère de famille. C'est ça. Il faut gérer sa famille, chercher à encadrer ses enfants et participer à la vie sociale, à la vie associative. C'est ça. Et comment vous gérez avec vos enfants? Je suppose qu'ils sont devenus adultes maintenant. Et comment vous gérez avec eux? Ils sont devenus adultes, ils ont étudié ici jusqu'à l'université et après ils sont partis ailleurs. Il y a une qui est mariée avec un Guinéen, une autre s'est mariée avec un Français et l'autre aussi. Donc maintenant je suis là, on se voit, des fois je viens, des fois ils viennent. Mais tous les jours, on parle au moins 1 heure au téléphone. C'est super ça. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, votre rêve d'enfant, c'était déjà de devenir ce que vous avez été. Oui. Mais après, parce que justement, il y a la question, c'est quoi votre rêve d'enfant? Est-ce que vous vivez toujours ça? Quand vous vous êtes retrouvée en tant que magistrate, parce que vous avez dit que c'est le coût de la vie, comment vous avez senti ça? Non, vous savez, quand je suis venue à la magistrature, donc je cherchais d'abord à changer, à faire économie. Mais ça n'a pas marché. Entre-temps, on a commencé les cours. Quand on a commencé les cours de droit, vous savez, quand vous êtes au village, à l'intérieur, vous ne connaissez pas l'importance des choses. Quand on a commencé les cours, j'ai compris maintenant comment le droit gère le monde. J'étais tellement émerveillée que j'ai écrit à mon père. J'ai dit, je voulais faire de médecine, pensant aider les personnes vulnérables. J'ai dit, mais papa, là où je suis, c'est là où je peux plus aider les gens. J'ai dit, tout est là, que ce soit le pouvoir,
que ce soit l'aide aux personnes, Mhm. parce que tout est part d'un programme. Mhm. Et le programme, c'est à partir, tout part du droit. C'est le droit qui régit la société. C'est ça. C'est ça. Donc, c'était bien votre rêve d'enfant que vous avez réalisé, Ah oui, franchement. en fait. En fait, oui, c'est ça. Aujourd'hui, dans votre vie, dans votre carrière, c'est quoi votre plus grande peur? Oh, dans ma carrière, bon, vous savez, comme j'ai été présidente de tribunal, Oui. j'ai rendu des décisions, Mhm. que ce soit au civil, au pénal, on se demande toujours, Mhm. est-ce que j'ai bien fait? Mhm. Mais pendant toute ma carrière, Mhm. je n'ai jamais fait ce que je n'ai pas pensé être Mhm. la vérité. La vérité, c'est Dieu qui la connaît. Ouais. Mais la vérité Mhm. des dossiers, Mhm. je l'ai toujours respectée. Donc, vous avez juste peur de ne pas tomber sur la vérité, en fait, parce que c'est vrai que tous les dossiers que vous avez examinés, vous avez tranché du bon côté. Oui, moi, je pense Oui. toujours avoir tranché du Mhm. bon côté, parce Oui. qu'on dit le juge, Mhm. c'est son intime conviction. C'est ça. Mais vous savez, quand vous jugez, vous n'êtes pas là où les faits se réalisent. Mhm. On vous rapporte les faits Mhm. à C'est partir ça. des témoignages, des déclarations, tout ça. Donc, quand vous vous jugez, au moment de prendre la décision, Mhm. vous dites, vu les pièces du dossier, Mhm. c'est ce qu'on vous rapporte. Oui, Bon, des fois, on peut, parce que c'est une grande responsabilité, très grave. Oui. parce que des fois, vous avez un droit de vie Mhm. ou de mort sur les gens, vous avez un droit sur Leur liberté. leur liberté, Oui. leurs biens et tout, c'est une grande responsabilité. Ouais. Donc, toujours, vous vous dites, Mhm. est-ce que Oui, est-ce un que jour, j'ai il n'y a bien pas eu, fait? il n'y a Est-ce pas que eu ceci. c'est ça? Mais quand vous dites, vous êtes sûr que tout ce que vous avez fait, Mhm. c'est sur votre intime conviction, Mhm. vous pouvez vous reposer en paix. Super. 3 qualités de Madame Aïssatou Faure-Gando et 2 de ses défauts. Ah, Cette question fait bon, beaucoup rire les bon. gens. Bien sûr. Bon, mon défaut, c'est que je suis très casanière. Ah bon, peut-être que c'est pas totalement un défaut, hein, parce que moi aussi je suis très casanière. C'est pas totalement, ça vous permet d'être vous-même, de vous découvrir, il y a tout ça. Il y a beaucoup de bienfaits Oui, quand même. oui, oui. Mm. Vous savez, le défaut, c'est les autres qui peuvent Ouais. les apprécier, les dénoncer. Ouais. Vous, tout ce que vous faites, vous pensez que c'est bien. Justement, c'est bien, vu que c'est bien pour vous, donc c'est forcément, vous dites que c'est forcément bien pour les autres, mais eux, Voilà, ils voient ça très mal. Oui, voilà. c'est ça. Et vos qualités. Bon, c'est difficile à dire. Mais qu'est-ce que les gens disent de vous? Bon, je ne sais pas ce que tout le monde dit de moi, mais je sais que pendant toute ma carrière, au niveau du service judiciaire, je pense que les gens ont apprécié ce que je faisais. Je vais vous dire quelque chose. Une fois, je suis partie en vacances à l'Abbé. Donc, j'étais seule dans une rue déserte. J'allais rendre visite quelque part. Il y a quelqu'un qui vient à bicyclette, il me dépasse. Après, il revient. Il a fait 3 tours et puis il me regardait. On était seuls. J'étais même un peu effrayée. Mais à la 4e fois, il s'est arrêté. Il dit, c'est Madame Diallo? J'ai dit oui. Il dit, c'est vous qui êtes au tribunal, à tel tribunal? J'ai dit oui. J'ai dit, j'ai bien dit, merci madame, vous m'avez aidé un jour. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, je ne vous ai pas aidé. C'est que vous aviez raison. Bon, ça pouvait être aussi l'effet inverse. Inverse, justement. Parce que quand vous jugez, quand un a raison, L'autre l'autre a tort. oui. Quand un est d'accord avec vous et vous remercie, peut-être que l'autre vous maudit. C'est ça. C'est pas facile. C'est toujours C'est comme pas ça. un métier Ouais. facile. Et sur ce coup, vous avez eu peur? Oui, parce que vous savez, c'est... quand la personne vient comme ça vers vous, vous ne savez pas.
pouvez pas savoir réellement il est de quel côté. quelle est sa réaction. Oui. Quelle est sa réaction? Mhm. C'est pour ça qu'avant, les juges, ils vivaient une vie un peu retranchée. Mhm. C'est ça. Ça change maintenant parce que le juge, il est un peu partout. Mais au départ, le juge, il ne participait pas aux cérémonies. Il était chez lui avec ses codes et trucs parce que c'est lui qui tranche. Si vous vous habituez trop à quelqu'un, il vient vers vous, c'est les communautés africaines. Vous avez du mal, même s'il n'a pas raison, à dire qu'il n'a pas raison. Oui. Ils ne peuvent pas vous comprendre. Donc, c'est un métier très complexe. Des fois, je me demande comment j'ai pu pendant plus de 35 ans. C'est ta passion. Alors, dites-nous, c'est quoi la plus grande leçon de votre vie? Ça, je ne sais pas parce que j'en ai beaucoup vu avec mon âge. Beaucoup vu, oui. Qu'est-ce qui vous a passionné et de par cette même occasion, vous pouvez dire, bon, cette leçon-là m'a appris beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment que je partage comme conseil à mes enfants, à mes nièces, à toutes les personnes qui me prennent comme modèle. Bon, si je dis ça, c'est... Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours d'être du côté de la vérité. Quelles que soient les circonstances, il faut être du côté de la vérité. Il faut toujours dire la vérité. Il faut vouloir pour les gens ce que vous voulez. Pour vous-même. Pour vous-même. Oui. Et quand vous êtes en mesure d'aider, d'assister une personne, il faut vous mettre à son service. Il faut l'aider. Super. D'accord. Aujourd'hui, hein, quelle est la personne qui vous inspire le plus? Ça peut être dans votre temps d'enfance, dans votre jeunesse. Quelle est la personne qui vous a le plus inspiré dans votre vie? Bon, je vais dire mon père. D'accord. Vous savez, mon père, je vais dire qu'il était en avance sur son temps. Et dans la famille, nous étions 6 filles et un garçon. Il n'a jamais fait de différence entre nous pour la formation. Quand on était enfant, vous savez que d'habitude on dit aux filles, bon, toi, il faut faire la lessive, faire ceci, cela. Comme les garçons, notre frère, notre maman ne le mettait pas dans cette corvée parce qu'il avait ses cahiers et ses trucs. Notre papa avait interdit qu'on nous associe au ménage. Il dit vos cahiers, vos études. Donc ça m'a marqué. Et puis il était toujours avec nous, on conversait. Quand il écoutait la radio, il venait nous... Donc, enfin, il venait nous dire les nouvelles, donc nous mettre au courant de tout ce qui se passait. Au niveau de son service, il nous expliquait les choses. Donc c'est ce qui a fait que dans n'importe quel milieu, j'étais habituée à être à côté des hommes, à parler. Oui. Parce que je parlais avec mon père. Oui, c'est ça. Cette habitude déjà, ça vous a permis à oser. Oui. Oui, c'est ça. C'est quoi le plat préféré de Madame Diallo? Ah, alors là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous mangez tout. Je mange tout. Oui. Je mange tout. Mais mon plat préféré au départ, c'était... Contrairement à tous les autres, c'était le thou au Fouta. Le thou. Oui. Bon, peut-être que c'était dû au fait qu'à notre enfance, il y avait tellement de lait caillé et de trucs. C'était le ndapa au lait caillé, le riz au lait caillé, la kiri au lait caillé. Donc, à cause de cette monotonie, je préférais le thou. Le thou. Parce que ça, c'était pas assez fréquent. Voilà. Justement. Et jusqu'à présent. Ah, super. Le carême, je ne mange que le thou. Je coupe avec le thou. Ah, c'est super. C'est quoi votre talent caché du public? Qu'est-ce que les gens ne savent pas que vous pouvez faire? En fait,
Les gens ne savent pas que je suis timide, hein. Mais en fait, je suis très timide. Et Mhm. on peut croire que Mm. je ne m'intéresse pas aux gens, bien, je suis très timide. Et on peut classer ça dans le côté, par exemple, je ne dirais pas des défauts, Ah oui, mais de votre comportement. Donc, un peu votre talent caché, ça peut être parce que vous avez été mère, vous savez tricoter, vous oui, savez coudre, vous savez faire un petit travail oui. en parallèle avec ce que vous faites. Est-ce que vous avez ça en vous? Ah. Pas trop. Vous savez pas tresser non plus. Donc ça, je n'ai jamais tressé. D'accord. Ce que je vous dis, c'est parce qu'en fait, mon enfance, Uh-huh. euh, vous savez, actuellement, les gens se battent Mhm. pour qu'on soustrait les filles Mhm. du quotidien, Mhm. du ménage, Oui, pour leur permettre d'étudier. d'étudier. Donc, nous, à notre bas âge, Mhm. on nous a soustrait de ça. Donc, quand je suis venue à Poly, ici à l'université, Mhm. c'était très grave pour moi Mhm. parce que je ne savais pas cuisiner. Ah. C'était très sérieux. Donc, Mhm. toutes mes promotionnaires, Mhm. elles savent qu'en matière de cuisine, Mhm. je ne connaissais rien. Mhm. C'est à l'université que j'ai appris. Mhm. Donc, chaque fois qu'on disait de préparer quelque chose, Mhm. moi, je préparais la patate. La patate. La patate. Ça, au Alors, moins, vous êtes sûr que c'est cuit. un jour, j'ai invité toutes les femmes de la promotion, aujourd'hui qu'on appelle la promotion Mao. Uh-huh. Je les ai invitées à domicile. Mm. J'avais vu dans un livre de cuisine les patates à robe de champ. Mhm. Quand vous voyez patates à robe de champ, vous pensez à toutes sortes de choses si vous n'êtes pas habitué Ah au oui, vocabulaire culinaire. oui. Donc, elles sont venues, une dizaine, Mhm. à la maison. Mhm. Patates à robe de champ, c'est des patates lavées, bouillies. Mhm. Donc, j'ai bien préparé ça dans un bol. Mhm. J'ai placé ça sur la table. Elles Oui. sont venues, on a bavardé. Elles ont fait tout le tour de la cuisine. Mhm. Mais où sont tes plats? Sors-nous les repas. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vous dis? Non, tu as dit que tu nous prépares les patates à robe de chat. J'ai dit, bon, si vous ne comprenez pas français, c'est pas C'est ma pas faute. ma Ça y est faute. là. En tout cas, Et c'est pas ma jusqu'à faute. présent, les Mhm. patates à robe de chat, ça fait le tour. Le tout. En tout cas, franchement, vous les avez bien eus. Super. Donc, qu'est-ce que vous gagnez dans votre métier? Je ne parle pas de gains Oui, financiers, oui. mais cette satisfaction-là, qu'est-ce que vous gagnez après? Oui, moi, c'est la satisfaction Mhm. d'avoir toujours dit le droit, D'accord. d'avoir toujours été Mhm. eh, du côté Mhm. de la vérité. Mhm. Parce que quand vous êtes du côté de la vérité, Oui. quand vous recevez deux parties, vous Mhm. ne vous intéressez pas à leur bien. Oui. Vous ne regardez que ce que la loi dit. Mhm. Vous n'appréciez que les faits Mhm. qu'ils vous présentent. Mhm. Et qu'à partir de là, vous donnez votre décision. C'est ça. C'est la plus grande satisfaction. Mhm. Parce que quand ils vont partir, Mhm. même celui qui perd le procès, il vous respecte. Parce qu'il sait, Et c'est qu'il a fauté et que vous avez su, vous l'avez il découvert. sait qu'il ne pouvait pas gagner le Oui, procès. c'est ça. Est-ce que moi, Mhm. c'est ma satisfaction. Et quand je vois, j'ai vu, Mhm. c'est-à-dire c'est des choses, c'est des trucs intérieurs. Mhm. Vous le voyez dans leur visage. Quand quelqu'un vient, alors qu'il pense qu'il faut faire ceci et cela Mhm. pour obtenir telle position, Mhm. il vient de la Mhm. manière la plus simple. Mhm. Il expose ses problèmes. Mhm. Il a la décision qui est juste. Mhm. Et moi, c'est ça qui Qui vous réconforte. me Oui, réconforte. super. C'est ce qui fait que, Mhm. après toutes ces années Mhm. à la justice, Mhm. vraiment, j'ai le cœur Tranquille. tranquille. Oui. Une avant-dernière question dans ce Oui, confessionnal. Si oui. vous avez aujourd'hui une somme de 200 millions, que feriez-vous? Bon, si j'ai une somme de 200 millions, Mhm. je préfère créer une petite structure Mhm. où je peux employer Mhm.
des jeunes D'accord. ou d'autres personnes. Mhm. En tout cas, pour faire vivre d'autres familles. Mhm. C'est comme ça que je vois la chose. Bien que des D'accord. fois, c'est peut-être un peu difficile chez nous. Mhm. Mhm. Même après la retraite, Mhm. là, je pense que parce que je n'aime pas rester couché à la maison. Mhm. D'abord, j'ai repris l'écriture, Mhm. mais je vais chercher à faire autre chose. Donc, peut-être que je vais retomber dans l'avocature, rejoindre le barreau, Ou soit vous pouvez faire un entrer par cabinet, l'autre porte, oui, justement, un un cabinet cabinet d'avocats. d'avocat, oui. Maintenant, ou alors Mm. créer une petite structure économique. Mhm. Ça vous permet de rencontrer les gens. Les gens. Ça vous permet d'aider d'autres personnes. Mhm. Super. C'est comme ça que je vois. En tout cas, c'est un bon projet. On prie que vous ayez cette somme. Une dernière question. Oui. Est-ce que vous avez été sincère avec nous dans ce confessionnal? Je le pense. Vous le pensez? Je le pense. Ok, moi je le dis. Chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, Madame Diallo a été sincère avec nous dans ce confessionnal. Cap sur la phase finale tout à l'heure après le générique. Nous sommes donc dans la dernière phase de cette rubrique, le grand entretien. Nous sommes avec notre invitée du jour, Madame Aïssatou Faure Ganlo, qui est juriste et écrivaine. Alors, Madame, Oui. quels sont vos projets futurs? Quels sont dans les mois à venir, dans les années à venir? Vous avez parlé tout à l'heure de l'écriture, de la deuxième partie de ce roman qui laisse les gens dans le suspense déjà. Oui. Et après ça, qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, Oui. je pense que au prochain 72 heures Du livre, oui. vous verrez les cours de grammaire 20 ans après. Je l'espère. Oui, je l'espère. Oui. Oui. Au-delà de ça, Oui. j'ai saisi le barreau de Guinée D'accord. pour qu'ils acceptent Mhm. de m'inscrire Mhm. au tableau de l'ordre des avocats Mhm. pour que je puisse continuer Oui. à faire ce que je connais Mhm. le Le mieux, mieux, oui. interpréter le droit quand j'étais magistrat. Mhm. Maintenant, en tant qu'avocat, Mhm. pouvoir assister Mhm. les personnes, surtout les personnes vulnérables. Mhm. Super, d'accord. Une citation qui dit « La plume est la langue de l'âme ». Que pensez-vous de ça? C'est qu'on ne peut pas dire mieux, madame. Oui. Oui. En fait, c'est ça. C'est lucide, c'est clair, quoi. La Oui. plume, c'est la langue de l'âme. Oui. 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 Ce que l'âme ressent, Oui. oui, c'est ce que la plume Oui, parce que écrit vous savez, ouais. quand les gens prennent un écrit, par exemple, un roman, Oui. moi, les gens me demandent si c'est ma vie, Oui. Si c'est une autobiographie ou des trucs comme ça. Ça, c'est tous les écrivains, surtout les romanciers. C'est parce que quelque part, vous vous exposez. Ouais. Même, c'est comme si vous traduisez des fois votre subconscient. Oui, c'est ça. Et vous vous mettez à nu. Super. Un dernier mot pour les jeunes filles, pour la jeunesse guinéenne, toutes ces personnes qui vous voient comme mentor, comme modèle. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Les encourager. D'accord. Les encourager à se former, à s'intéresser à la vie sociale, à se dire que l'avenir du pays leur appartient. Ils peuvent être acteurs ou subir, mais pour être acteur, il faut se former, il faut s'intégrer, il faut vouloir. C'est tout. Super, alors nous avons fini avec cette rubrique Le Grand Entretien comme invité de jour, Madame Aïssatou Faure Ganlo.